Et nous voilà en direct. Voir. Oui, tout marche bien ici. Parfait. Très bien, très bien. Ça a été. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hop. Le temps de mettre des petits messages pour dire que ça a commencé. Et nous sommes partis pour une nouvelle session de stream sur le thème ce soir de la forme poétique. De la forme poétique, toujours avec un point de vue un peu linguistique, puisque c'est l'objet de la question, et donc les corpus de ce soir, les textes de ce soir au sens large, vont nous permettre de réfléchir sur cette question de la forme poétique, de la poésie, du faire, du signifiant, à travers des exemples précis. Et on va essayer d'aborder un peu la polysémie de ces concepts-là, et de répondre à une question, réfléchir à une question qui m'a beaucoup intéressé fut un temps, c'est en quelle mesure on va dire les sciences du langage, la linguistique, peut se permettre d'analyser la poésie, alors que l'on pense immédiatement, on pense davantage à la poésie comme objet d'analyse plutôt orienté vers la littérature, les sciences littéraires, bon, donc une discipline qui touche, mais néanmoins à part des sciences du langage. Donc de quelle façon les sciences du langage peuvent permettre d'aborder ces concepts. Et quelque part, cette discussion est complémentaire à l'article que l'on avait lu la semaine dernière, le stream de la semaine passée, où l'on parlait du roman en vers, des questions de rythme et de poésie, où dans l'article, Pascal Mounier indiquait que l'étude de certaines formes littéraires demandait un soutien interdisciplinaire, transdisciplinaire, au niveau de la linguistique, d'une association entre linguistique et littérature, pour en faire le tour, puisque les deux procédures d'analyse allaient se compléter, et c'est un concept que l'on va retrouver dans l'article de cette semaine, que j'ai choisi, qui est un article que j'ai lu il y a peu de temps, que j'ai relu il y a peu de temps en réalité, parce que je prépare quelque chose justement sur la poésie, l'étude du vers en linguistique. Et donc, en faisant des recherches de bibliographie, en faisant un peu d'état large, je suis retombé sur cet article, Lisibilité du texte poétique, qui est un article de Jacques Annis, publié en 1983 dans la revue Langue française, numéro 59, aux pages 88-102. Il fait partie du numéro thématique Le signifiant graphique, et il est disponible sur Percé. Accessible. Alors, nonobstant quelques illustrations justement de certains poèmes liés aux droits d'auteur, puisqu'il s'agit d'une étude de poèmes que l'on pourrait appeler calligrammes, bonsoir, merci d'être venu. Et donc, ces calligrammes étant sous droit d'auteur, personne n'a pas eu l'autorisation de les reproduire, mais cela va pas nous déranger, puisqu'on va aborder des choses un peu plus générales. On va pas rentrer dans le détail de l'analyse de cet article qui est très complexe, qui est très intéressante, que j'ai beaucoup aimé, et je vais m'intéresser cette fois-ci beaucoup à deux éléments, l'introduction que j'ai trouvé très bien, et puis des éléments après de compréhension plus au long de l'article, qui se présente comme une réflexion sur ce que l'on appelle le signifiant graphique, qui est un concept qui est assez intriguant pour un linguiste, puisque en qualité
de linguistes et de spécialistes des sciences du langage, nous sommes habités par on va dire par des principes saussuriens ou néo-saussuriens, et en particulier ce que l'on appelle l'arbitraire du signe linguistique, qui est un concept qui, jusqu'à présent, n'a pas été fondamentalement remis en question, même si des collègues, des chercheurs essayent de nuancer ou d'approfondir ce concept, mais grosso modo, il s'agit de dire que les mots que nous employons, les sons que nous mobilisons, les lettres que nous écrivons dans le cadre de la communication doublement articulées que sont les langues naturelles humaines, sont arbitraires et qu'il n'y a pas de continuité ou d'incidence particulière entre le mot et les choses. Saussure expliquait les choses de cette façon pour dire que le mot chien n'avait jamais mordu quiconque. Il reprenait en ce sens une réflexion de Spinoza qui à l'époque disait déjà la pensée du chien n'a jamais mordu personne. Bon, pour distinguer la pensée, le mot, les choses, il y a des choses qui se jouent ici. Et l'un des éléments les plus fameux de la théorie saussurienne, c'est cette idée que il y a dans le signe linguistique une forme graphique ou sonore, un signifiant, ce qu'on appelle un signifiant, et puis ensuite il y a un sens, on va dire, situé en langue, un signifié, et les deux sont en relation complexe, mais il est certain, nous dit Saussure, et nous disent les grammairiens, nous disent les linguistes, que ce concept-là, cette monade du signe linguistique, merci pour le following, je crois que c'est la première fois que je vois ce petit zombie apparaître à l'écran, je me demandais bien à quoi ça allait, ressembler. Je ne l'ai pas personnalisé, il paraît qu'on peut le personnaliser, mais j'ai pas trop regardé là-dedans. Et donc, il n'y a pas de lien direct entre la forme d'un mot et puis l'objet que ça représente. Il n'y a pas de lien a priori entre le mot chat en français, ou cat, ou cats, ou gâteau, ou que sais-je, quelles que soient les langues que l'on considère, et puis l'animal chat, telle ma petite bergamote que vous voyez dormir jusqu'ici. Là, vous voyez la tache grisâtre qu'il y a là sur le plaid, assez bergamote, qui se repose de toute la dignité féline qu'elle doit endosser au quotidien comme un petit chat qu'elle est. Il y a cependant quelque chose de l'ordre du jeu dans cette conception du signifiant et du signifié qui n'aurait aucun lien avec la réalité ontologique des éléments qui nous entourent. Et il y a suffisamment d'espace et d'intrication pour permettre un peu de jeu dans le sens mécanique du terme, c'est-à-dire de décalage entre le mot et les choses. Et ça se matérialise notamment dans le travail poétique, dans certaines caractéristiques du travail poétique, puisque la poésie est par bien des endroits un travail non seulement sur le plan du signifié, c'est-à-dire sur le sens poétique à proprement parler, sur les images, les métaphores, le discours poétique, le lyrisme, qui consiste à transformer à force d'images et d'écriture des objets en d'autres. Tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or, pour reprendre du Baudelaire. Mais c'est aussi un travail sur le plan du signifiant et de la forme du texte, sur le plan de la forme poétique, puisque je rappelle, le concept même du vers, c'est une altération sensible de la façon dont on considère la langue. Il s'agit de l'image du sillon, de la charrue qui revient sur elle-même au début du chant, la versus oratio des latins. Et puis il y a tout un travail de codification qui s'est opéré au fur et à mesure de l'histoire moderne de la poésie, sur les formes de la poésie, du rondeau au sonnet, en passant par la ballade, l'aude,
qui sont des contraintes formelles d'écriture plus ou moins fortes, la notion de poétique du vers, de rythme du vers, les paronomases, les jeux sur le son, ne serait-ce que les travaux de la rime témoignent d'un travail sur la signifiance, sur le signifiant graphique et sur le signifiant sonore de la langue comme porteur de signification. Et donc dans ce jeu-là, il y a des choses sans doute à aborder et à apprendre du point de vue des sciences du langage. La poésie n'est pas seulement voilà, une chasse gardée des analyses littéraires, des stylisticiens, des critiques, même si voilà, évidemment leur propos général sur la poésie est déterminant. C'est aussi les sciences du langage ont un rôle à jouer dans la discussion, puisque on travaille la matière de la langue qui est la chasse gardée des grammairiens. Mais du coup, il y a une question de positionnement. À quel niveau un linguiste, un grammairien, doit se positionner dans l'étude d'un poème pour faire une description du travail sur le signifiant, sur la forme poétique, sans engager une discussion qui l'entraînerait davantage du côté de la stylistique ou du commentaire littéraire. Et ça, c'est une question qui n'appelle pas nécessairement résolution. C'est pas une discussion qui demande une solution arrêtée et définitive sur ce qu'est particulièrement la poésie, la langue et ainsi de suite. Il peut y avoir de l'incertitude sur les prérogatives de chacun, mais donc c'est intéressant de voir quelles sont les procédures que l'on peut mettre en place pour essayer de segmenter disciplinairement ces différents champs de recherche. Et l'une des choses que j'ai appréciées dans ce concept, c'est la façon dont dans cet article, c'est la façon dont il va réexploiter un concept que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert, c'est celui de lisibilité, qui va être défini, comme on va le voir, comme la façon dont un texte, un énoncé à l'écrit, a une dimension physique sur la page qui participe de sa compréhension. Ça, c'est quelque chose qui est fondu aujourd'hui dans un concept un peu plus large, un peu plus général, que l'on appelle aujourd'hui la médialité, c'est-à-dire, à proprement parler, la façon dont le support influence les genres de discours. Ça peut tomber sous le sens. Par exemple, on ne va pas écrire un tweet de la même façon qu'on écrit un roman. Quand on est contraint par le nombre de caractères, on va utiliser des tournures de phrases, des structures très différentes de celles qu'on aurait dans un roman ou dans une dissertation. On n'a pas cette limite de caractères. Mais plus largement, on voit des distinctions s'opérer entre, dans le passage par exemple, entre le rôle du parchemin ou le codex et l'imprimé à la Renaissance, et puis aujourd'hui entre l'imprimé et les discours numériques et l'écriture sur ordinateur. Et donc ça, ce sont des questions qui sont signifiantes, et quand on est dans le cadre de la poésie, ça pose des difficultés théoriques, méthodologiques sur comment on analyse, quels sont les critères que l'on va utiliser pour analyser ce concept de lisibilité. Donc je vais parcourir l'article comme je le fais d'habitude, en m'arrêtant sur les éléments qui me semblent les plus fondamentaux, et puis je vais traverser à saut et à gambade, à la montagne, le cœur de l'article qui est un peu plus technique et qui m'intéresse moins dans la perspective de commentaire que j'ai. Alors, lisibilité du texte poétique de Jacques Anis, donc préliminaire. La poésie est des sens sonores et les musiques du langage, oscillation pendulaire entre le son et le sens. On renvoie évidemment à Valéry, poésie et pensée abstraite, hésitation prolongée, nous dit Valéry, entre le son et le sens. Et là, on voit directement la reprise de ce que l'on disait sur la sorte de monade du signifiant, du signe linguistique selon Saussure, fait d'un signifiant et d'un signifié, d'un son et d'un sens, ou d'une graphie et d'un sens, et de la façon dont
on peut jouer entre les deux, entre ce que l'on croit reconnaître dans le son et dans le sens, et puis leur articulation. Ce postulat n'est pas remis en question, tant s'en faut, par la poétique du phonologue Roman Jakobson et de ses disciples, la fonction poétique, et tout particulièrement dans les textes où elle domine, et manipulation de phone, phonème et phème. Alors, un mot très rapide pour parler de ce spécialiste, de Roman Jakobson, à qui on doit des études déterminantes sur ce que l'on a appelé les fonctions du langage. C'est cette idée que la langue naturelle humaine, toutes les occurrences de la langue naturelle humaine, à l'écrit comme à l'oral, peuvent échoir, ces occurrences, dans une série de 5-6 grandes fonctions communicationnelles, qui sont des fonctions que Jakobson désigne par des termes comme fonction poétique, fonction conative, etc. Et grosso modo, il s'agit de dire que l'on parle soit pour poser une question, soit pour témoigner d'une émotion, soit pour convaincre, obliger une personne, soit, et c'est évidemment cet intérêt-là ici, pour jouer avec la plasticité, la matérialité du langage, qui se trouve être ce qu'il appelle tout benoîtement la fonction poétique, qui en appelle chez Jakobson à cette étymologie fameuse de la poésie comme poienne, en grec, c'est-à-dire la fonction du faire linguistique, c'est-à-dire de la prise en considération de la matérialité des mots au niveau sonore et de leur jeu. Et un jeu très simple que l'on a dans la poésie française par exemple, ou dans d'autres tradition poétique, c'est la tradition de la rime, qui n'est jamais qu'un rapprochement à intervalles réguliers de mots qui ne sont rassemblés non pas sur le plan de leur sens, bien que ça peut être le cas, mais davantage sur le plan de leur forme, de leur signifiance sonore, et c'est ce rapprochement qui va créer un effet de beauté. Bon. Cette conception-là de la poésie, elle est surtout envisagée dans la poésie telle que l'entend Jakobson, et pendant très longtemps, comme un art surtout oral, oralisant, où la forme écrite est perçue comme secondaire. Et ça, jusqu'à assez récemment, en fait, dans l'histoire, au moins dans l'histoire française de la littérature et de la poésie, puisque jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, c'est l'écrit qui est considéré comme secondaire par rapport à l'oral. C'est une conception qu'on a tendance aujourd'hui peut-être à renverser, à considérer que c'est la langue écrite qui est la langue la plus pure, la plus stabilisée, alors que l'oral est une oralisation, une verbalisation de l'écrit. Mais pendant très longtemps, en fait, dans l'histoire de la culture humaine occidentale, c'est plutôt le contraire. C'est l'oral qui est survalorisé, et l'écrit qui est une représentation graphique de l'oral. L'oral est premier, puisque c'est comme ça que nous apprenons à parler en qualité d'être humain, et l'écrit ensuite est une transcription, mais une transcription qui est toujours décalée et traître par rapport à l'oral, puisque l'écrit est incapable de reproduire les pauses, hésitations, effets de style que les orateurs mettent dans leur texte. Et puis au fur et à mesure du temps, à l'époque moderne, il y a un renversement de cette perspective, mais pendant très longtemps, l'oral a prédominé, l'imaginaire littéraire francophone, français, dont la poésie. Bon. Et puis, à la période moderne, il y a eu une attention plutôt portée vers l'écrit et sur la disposition du texte sur la page. Donc je reprends l'article. S'il est vrai que les modèles les plus actuels de la lecture sont centrés sur le passage direct du mot écrit au sens, en reprenant une définition de Foucault-Ambert en note, lire consiste à prélever des informations dans la langue écrite pour construire directement une signification, la lecture du poème constituerait un comportement particulier que caractériserait le passage obligé par l'oralisation, au moins sous forme de subvocalisation.
La notion de signifiant graphique devrait donc être écartée de l'analyse des textes poétiques, où l'écriture serait pure transparence ou opacité à vaincre pour que résonne librement la voix, le chant inimitable du poète. On est donc là dans une perspective assez canonique de la voix poétique, de la voix lyrique, orphéenne, on va dire, homérique, de la poésie, du faire, qui passe exclusivement par la voix humaine, qui est considérée comme un instrument, un moyen de faire ressentir toutes ces caractéristiques poétiques-là. On rappellera que à l'époque médiévale et jusqu'à encore très récemment, la voix humaine était considérée comme un instrument de musique dans les théories musicales et donc analysée comme telle. Bon. Une tentative chère à notre époque, je continue l'article, dirait Mallarmé, consiste cependant en l'émergence d'une poésie visuelle ou spatialiste, de Mallarmé à Pierre et Garnier en passant par Apollinaire et Michel Butor. Ces textes spécifiques ne nous amènent-ils pas à réconcilier la nature du signifiant activé par le poème en général, à tenter de dégager les différents modes de sémantisation / sémiotisation de la matière graphique et à postuler la prégnance de la graphée, certes à des degrés différents, pour tous les genres poétiques, y compris le vers traditionnel. Alors là, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans la façon dont Jacques Annis, dont l'auteur, pose sa problématique. Il pose sa problématique d'une façon liée à ce qu'il appelle la sémantisation / sémiotisation de la matière graphique, c'est-à-dire de quelle façon la graphie, la disposition du texte est signifiante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ce choix de la sémantisation ou de la sémiotisation, il postule une signifiance qui serait propre à l'objet poétique en tant que tel, en tant que dispositif de spatialisation, c'est-à-dire d'occupation de l'espace de la feuille, de la feuille du poème, plutôt que de considérer des contraintes liées au support matériel de la poésie. Et ça, c'est intéressant puisque là, en étant quelque part, on va dire, un peu plus abstrait dans cette perspective poétique, on s'écarte malgré tout de toute une tradition linguistique qui prend justement en compte les conditions de réalisation concrètes du langage. Concrètes, c'est-à-dire dans ces logiques d'interaction, de disposition de communication. Si l'on parle par exemple dans une pièce avec beaucoup de bruit environnant, ou si au contraire on est dans le calme de l'intime, la façon dont je m'adresse à vous, où je parle au micro, qui est un dispositif de communication asymétrique, puisque je parle, mais que si vous voulez interagir, vous devez le faire par l'intermédiaire du chat en synchrone ou par d'autres médias que je ne suis pas en synchrone. Et ces choses-là vont être très dépendantes, du coup, de la façon dont le texte est accessible physiquement aux auteurs et aux autrices. C'est-à-dire qu'à un moment donné où, à l'époque médiévale par exemple, ou avant l'invention de l'imprimerie, le texte écrit était lié à des objets coûteux qui nécessitaient beaucoup de temps à être copiés, où il y avait une facture très compliquée pour y accéder. Il est normal que l'oral ait une place prépondérante et que du coup il y ait une certaine distance par rapport à l'objet écrit. Après l'imprimerie, la feuille de papier se démocratise, le livre se démocratise, et donc du coup le rapport à l'écrit change. On peut se permettre maintenant d'écrire des brouillons beaucoup plus facilement, de les conserver, de conserver des billets un peu partout pour les recompiler, les reconfigurer. Et donc ça ouvre des perspectives liées justement à la poésie visuelle. Pourquoi est-ce que la poésie visuelle se répand à ce moment-là du temps, c'est-à-dire 18e, 19e siècle
c'est aussi parce que c'est une époque où on peut se permettre de gâcher du papier, si je puis dire. Hein, on ne gâcherait pas du papyrus ou du manuscrit à l'époque parce que c'est des matériaux qui coûtent cher, il faut rentabiliser la place. Quand on peut imprimer des feuilles de papier un peu partout, on peut se permettre de transformer la signifiance de la page et de redynamiser un sens, de redonner un sens à la ponctuation blanche, au retour à la ligne. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est que ces conventions de versification et de retour à la ligne, de versus oratio, que l'on trouvait par exemple dans le roman médiéval, et qui était, je l'avais rappelé la semaine dernière, une conséquence de l'opposition entre littérature profane et littérature chrétienne, religieuse, bien, du coup, a eu des conséquences, in fine, sur la disposition de la poésie et la façon dont on plaçait la forme poétique, lyrique notamment, au regard de la prose de fiction. Et donc, du coup, il y a une sorte de sémiotisation incidente à la poésie. C'est-à-dire que les contraintes du vers, qui sont à l'origine des contraintes très matérielles, liées à la séparation entre les genres de textes et à l'accessibilité des matériaux écrits, sont réinvestis d'une signification, d'une sémiotisation, d'un nouveau sens, par accident. Et donc c'est cette sérendipité qui va, in fine, conduire des poètes, des auteurs, des autrices au 19e, 20e à réinvestir l'espace de la page en opposition à la tradition antécédente afin de compliquer le sens poétique. Et donc du coup on est là vraiment à la croisée des chemins en termes d'analyse, c'est-à-dire que soit on postule qu'il y a des conditions matérielles de réalisation du fait linguistique et du fait grammatical dans la poésie dépendante de ces contraintes. Et donc on peut étudier la façon dont par exemple la poésie gère la position du sujet ou de l'adjectif en fonction des contraintes de retour à la ligne, de l'espace offert sur la page et ainsi de suite. Moi par exemple je travaille en ce moment, je réfléchis à des questions relatives dans les pamphlets du XVIIe siècle, à la désignation des figures de pouvoir, pour voir comment ils sont situés dans la poésie entre début et fin de vers, s'il y a une capitalisation, des effets de caractère voilà, qui rendent ces noms exemplaires ou non. Bon. Ou bien alors on dit, non, ce sont des choses qui ne sont... qui émanent certes de ces contraintes matérielles, mais que l'on peut interpréter indépendamment de ces contraintes matérielles comme faits poétiques en et par eux-mêmes. Et donc là, on est dans une perspective plutôt sémiotique. Ça ne veut pas dire que les deux phénomènes sont fondamentalement antagonistes, et ils peuvent communiquer entre eux, mais du coup, cela demande des dispositifs analytiques très différents en fait. Même si on observe le même phénomène, la façon dont on va réinvestir leur analyse va différer. Et c'est là en fait où cette distinction que l'on a entre lisibilité pour Jacques Annis, qui est plutôt une perspective plutôt sémiotique, immanente du sens, propre à l'objet poétique a priori, et ce que l'on va appeler la médialité aujourd'hui, c'est-à-dire l'influence des contraintes matérielles sur la langue, sur l'expression écrite par exemple, ou orale dans d'autres circonstances, qui est plutôt une perspective transcendante, a posteriori, liée à des contraintes plus ou moins édictées par la forme de la façon dont on écrit. Donc voilà, c'est ça qui m'a intéressé, c'est la façon dont on va pouvoir naviguer entre ces deux pôles d'analyse. Bon. Donc si je reprends l'article, nous devons maintenant surmonter une autre difficulté théorique préliminaire, le voir et le lire ne sont-ils pas antagonistes ? La lecture nous laisse le souvenir du sens et non des images graphiques. Une autre citation de Richaudot en note. Lorsque notre œil regarde un paysage, il transmet à notre mémoire un souvenir visuel. Nous sommes capables, plus ou moins adroitement, de dessiner de mémoire ce paysage, disons sa représentation visuelle conventionnelle.
Mais quand le même œil lit, aucun souvenir visuel ne subsiste. Quelques secondes après l'acte de lecture, il ne reste que la mémorisation, soit dans le meilleur des cas d'un enchaînement de mots désincarnés, privés de leur substance visuelle ou sonore, soit le plus souvent d'une suite abstraite d'idées. Si bien qu'il ne nous est pas possible d'affirmer objectivement que nous avons vu les lettres, ou même les mots du passage que nous lisons avec le plus d'attention. Alors, c'est peut-être quelque chose avec lequel je suis assez en désaccord, ou du moins plutôt en désaccord, et qui pour moi demande à être réinvesti justement aujourd'hui dans une perspective, alors soit liée aux avancées de la linguistique cognitive, sur l'accès au sens, soit en général sur les pratiques de lecture. Parce que je pense qu'en fonction des profils de lecteurs et de ce qu'on lit, on n'en retirera pas toujours la même chose justement. Jacques Annis, dans cet article, réinvestit cette citation d'une façon qui l'arrange, avec laquelle je suis d'accord, mais voilà, je pense qu'on a tort, dans tous les cas, de considérer qu'il y a la lecture, au singulier avec un grand L, et un lecteur, une lectrice, type, modèle. On a tous des façons différentes de parcourir les textes, de retenir les mêmes choses. Voilà, on a tous été élèves, tout était élève à un moment donné dans l'histoire de notre existence. On sait très bien qu'en termes de lecture, on a des processus d'accès au sens qui sont fondamentalement distincts. Donc là aussi, il faut se méfier, je pense, de ce type d'abstraction. Bon. Nous touchons là à la nécessité d'un modèle spécifique pour le texte poétique, axé sur ce que Jacobson appelait le côté palpable des signes. Et ça, j'aime bien ce côté palpable des signes. On opposera schématiquement la lecture des textes à dominance référentielle, dans lequel l'expression s'évanouit en exprimant le contenu codé, à celle des textes à dominance poétique, où le signifiant prend forme et poids dans un processus de signifiance à tous les niveaux. Valeurs sémantiques et esthétiques attribuées non seulement aux unités formelles, mais aussi aux éléments substantiels et matériels, tant de la phonée que de la graphée. Cette voie a déjà été ouverte et bien explorée par Dédolas et G. Filiollet. Là aussi, je considère que c'est une façon un peu simplifiée peut-être de segmenter le champ littéraire en disant que d'un côté, il y aurait grosso modo la fiction et de l'autre la poésie. C'est-à-dire des textes qui disent des choses et des textes qui nous font ressentir des choses. C'est vrai que au fur et à mesure de l'histoire littéraire, des auteurs, des autrices ont pu tantôt privilégier un pôle, tantôt l'autre, mais il serait, à mon sens, incorrect de considérer que les romanciers ne font pas de travail sur la forme, et que les poètes ne font pas de travail sur le sens. Les procédures d'accès à ces sens et à ces signifiants et ces signifiés diffèrent. Et ils n'ont pas le même poids. Mais rien qu'une découpe en chapitres, le choix de faire des découpes en chapitres, ou de ne pas le faire, témoigne déjà d'une réflexion sur la forme poétique, dans le sens le plus large du terme, de la poienne, qui mérite qu'on s'y attarde. J'ai fait un article qui est paru l'année dernière dans Scholia, précisément sur cette notion de découpe chapitrée qui commence à apparaître à la Renaissance et qui se répand voilà, dans le cadre de la littérature classique et moderne, et qui heurte en fait des concepts de langue plus profonds, de continuité textuelle, qui par essence étaient opposés à une découpe chapitrée, une fragmentation du roman. Et donc, ça a invité les auteurs à reconfigurer quelque peu leur écriture afin d'atteindre cette sensibilité du temps, cet esprit du temps. Donc la chose est assez, et pour moi encore à prendre avec beaucoup de distance. En revanche, ce qui est certain, il me semble, c'est que la poésie va se démarquer vers une surinterprétation, un surmarquage de ce signifiant. Du moins, dans la mesure où dans une poésie traditionnelle, qu'elle soit en vers ou en prose d'ailleurs, le contenu d'un point de vue très mathématique du texte est moindre que dans un roman.
on est généralement dans des espaces textuels, des empans textuels beaucoup plus resserrés sur eux-mêmes, demande du coup à surmarquer, à survaloriser ce travail du signe linguistique, du choix du mot juste, du choix vraiment du terme qui va tomber juste, qui va sonner juste, ne serait-ce que pour des contraintes dans le cadre de la poésie versifiée de nombre de syllabes, pour la poésie française. Alors que ce travail peut être moins opérant, ou du moins moins visible, dans le cadre d'un roman en prose. Même si on sait que certains romanciers, Flaubert pour ne citer que lui, apportaient une très grande attention au souffle. C'est la fameuse épreuve du gueuloir, pour lequel Flaubert est célèbre, puisqu'il gueulait, d'après les témoignages que l'on a de ses textes, en pleine rue, à 2h du matin, 4h du matin, pour voir justement s'il y avait un souffle à la phrase. Il y a aussi toute cette question de la période à la période classique, de l'écriture périodique, qui est aussi proche de la période oratoire, avec cette hiérarchisation écrit-orale dont je parlais tout à l'heure. Je reparlerai un jour de la période, je pense, au travers de quelques articles. Mais bon. Donc, par contre, il y a effectivement cette question de survalorisation, et ce qui est intéressant, c'est justement cette notion de vie-lisibilité, qui postule, je reprends l'article, que les formes graphiques ne sont au poème ni un corps étranger, ni un relais ou médium plus ou moins transparent ou opaque du décodage, mais un corps signifiant intégré aux isotopies textuelles. Isotopie, il faut entendre, à défaut d'une définition un peu plus stabilisée, dans le sens de figure, création du sens, métaphore, allégorie du texte poétique. C'est la façon dont l'intégralité du texte concourt à un sens poétique. C'est une métaphore filée, un champ lexical par exemple, c'est une isotopie. Le calligramme n'est pas un texte plus un dessin, ni le vers une séquence phonique, plus une ligne de lettres. Nous essaierons de montrer comment la lettre, la ponctuation, la spatialisation produisent de la signifiance dans des textes relevant de deux genres poétiques très différents. Le premier traditionnel, le sonnet, le second spatialiste, le calligramme, avec une suite de corpus issus de Mallarmé, et de Michel Léry notamment. Dans l'optique d'une sémiotique de réception, nous décrirons des textes objets, c'est-à-dire que nous nous enfermerons dans le cadre d'une édition écartant les autres versions. Alors, là aussi c'est intéressant puisque il faut que je dis très souvent, ça c'est intéressant, quand je me suis réécouté parfois, c'est vraiment comme une ponctuation dans mon texte. Ce qui est pertinent, faisons travailler un peu la synonymie, c'est cette idée effectivement du poème-objet qui traverse non seulement la réalité poétique, qui sont définis justement par des concepts formels. Le sonnet, on sait que dans une certaine tradition, c'est 2 quatrains, 2 tercets. On sait que l'ode ou la ballade, le rondeau, il y a une répétition rythmique de vers à intervalles réguliers à un certain moment. La poésie est toutes les formes. La prose a subi ça aussi. On l'oublie parce qu'on a une position très contemporaine de la chose, mais comme je le rappelais la semaine dernière, le roman par exemple, c'était à l'origine un texte écrit en roman, c'est-à-dire en langue romane, donc il y avait une conception formelle de l'objet qui s'est perdue au fur et à mesure du temps. Et un certain nombre de textes de notre patrimoine littéraire au niveau générique ont justement commencé dans cette perspective-là. J'en donne un autre exemple qui est assez connu, c'est le concept des essais, qui est un concept qui traverse, qui est à la frontière de la littérature et de la philosophie. À l'origine, l'essai, dont la paternité remonte à Montaigne, dans la tradition française, c'est vraiment un genre très particulier où l'auteur s'essaye, c'est-à-dire s'éprouve au niveau de ses pensées face à une série de dilemmes moraux très concrets.
L'essai, c'est un exercice rhétorique formel qui procède de questions et de réponses. Donc à l'origine des formes littéraires et des formes poétiques, il y a toujours cette idée de poième, hein, de forme dans la chose la plus concrète qui soit. La poésie va exploiter du coup ces intervalles-là au moment où la prose, notamment à la période moderne, va, on va dire, se valoriser davantage le plan du signifié, du sens de l'histoire, effectivement, de la démonstration, alors que la poésie, elle, va survaloriser, va surmarquer la perspective à proprement parler formelle de son identité. C'est intéressant aussi parce que ce type de conception ne va pas être en opposition avec des expériences qui apparaissent. Est-ce que je peux partager mon live sur YouTube ou l'enregistrer ? Le live est enregistré, il sera disponible en replay, et ensuite il va être... je le téléchargerai ensuite demain ou samedi sur YouTube. J'ai une page YouTube sur laquelle je mets tous mes streams depuis que j'ai commencé cette initiative. Donc vous pourrez le retrouver. Je sais pas par contre comment diffuser en live sur YouTube aussi. J'ai pas regardé ici puisque je pensais pas qu'il y aurait un public là-dessus. Je vous en prie, il y a pas de problème. Mais je vous remercie, c'est moi qui vous remercie de votre intérêt pour ce travail, pour cette petite curiosité à laquelle je m'essaie. YouTube. Ah oui, c'est la chaîne YouTube. Merci d'avoir communiqué le lien. Et donc, il y a cette tendance-là, effectivement, à cette survalorisation de la forme poétique qui n'est pas remis en question par des essais qui commencent à apparaître au 19e siècle. Alors, on l'établit au 19e siècle, mais évidemment, il y a des traces auparavant, qu'on appelle par exemple le poème en prose. Les petits poèmes en prose de Baudelaire ou Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand, qui est un objet qui a posé des difficultés analytiques pendant très longtemps, dans la mesure où on a eu du mal déjà à le définir. C'était du poème en prose, de la prose poétique, et de quelle façon, mais dans tous les cas, il y a cette survalorisation de la forme écrite et de l'espace de la page. C'est-à-dire que vous prenez un poème en prose d'Aloysius Bertrand, il y a un travail sur la disposition en couplet, que vous ne retrouverez pas dans un roman, ou alors beaucoup plus tardivement. Et donc, ça contribue à faire du poème, de n'importe quel poème, non pas seulement une façon particulière de disposer le langage. Il ne s'agit pas de dire, on va écrire en revenant à la ligne, pour parler rapidement, mais comme le fait de penser la poésie comme un objet à part entière au sein de l'expression d'un langage. Un poème, même un poème en vers, ce n'est pas une exception dans la fabrication de la langue, c'est un objet linguistique spécifique, que l'on peut dès lors analyser en tant que tel. Et évidemment, quand on pense à ça, on pense à Mallarmé, on pense à Léry, on pense au calligramme d'Apollinaire. Là, après, l'article arrive dans des analyses un peu plus solides, avec un travail fait sur le nombre de syllabes, sur les rimes, etc. Je vais passer rapidement, c'est pas mon objectif ici de rentrer dans le détail de ces analyses. Je voulais revenir en revanche sur quelques petits éléments qui m'ont semblé intéressants. Si je retrouve cette page, voilà, c'est notamment ici.
L'auteur, Jacques Annis, fait de l'analyse, après les poésies de Mallarmé, les sonnets de Mallarmé, des calligrammes de Léry. Alors vous connaissez bien le concept du calligramme, qui, je pense que voilà, ça fait partie des objets poétiques qui sont donnés très régulièrement au collège et au lycée, notamment évidemment les calligrammes d'Apollinaire pour montrer voilà, les jeux que l'on peut faire avec la langue poétique. Bon. Et on a souvent une restriction assez forte finalement, alors propre à la diffusion scientifique des concepts dans le secondaire, mais liée à l'idée de, bah voilà, finalement, un calligramme, c'est un poème qui a la forme d'un objet. Bon. C'est intéressant, mais il y a quelque chose en plus, en réalité, qu'il faudrait mettre en avant. C'est cette idée-là, alors, que le calligramme n'est pas seulement un objet poétique qui imite par sa disposition un objet concret, c'est un objet poétique qui imite la représentation d'un objet concret. Autrement dit, on n'est pas dans une perspective d'imitation du vrai, mais encore d'imitation d'un autre modèle, un peu à la façon, vous le connaissez évidemment, dont Magritte dessine une pipe sur un panneau et dit voilà, ceci n'est pas une pipe. Et effectivement, pourquoi ce n'est pas une pipe? Parce qu'une vraie pipe, c'est un objet que l'on peut prendre, manipuler, que l'on peut bourrer de tabac, que l'on peut fumer. Et ça, l'on ne peut pas le faire avec cet objet qui est une représentation, un prototype, en réalité, de l'objet. Mais il y a une autre toile de Magritte qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est tout aussi pertinent. C'est ce travail sur les mots et les images. Vous avez par exemple cette toile de Magritte que je trouve très intéressante, et en fait là nous sommes en réalité, il me semble, dans une perspective sémiotique plus proche justement de ce principe calligrammique que l'on voudrait nous faire croire. Donc si je reprends par exemple ce qu'il dit, les calligrammes de Léry dans l'article ont un titre. Mais ce titre, dont le rapport au texte n'est pas iconisé, n'est pas immédiatement lisible. Il présente une association très probablement inédite en langue. Une piste est ouverte par le rapprochement avec nombre d'or, thème commun à or et ambre, matière précieuse, formule magique, secret des artistes. L'association par onomastique nombre-ombre évoque le temps, les constellations, le cycle du jour et de la nuit. En réalité, ce que fait ici Léry, c'est de juxtaposer la représentation d'un objet avec le nom d'un autre objet. Et le travail qu'il va y avoir entre ce titre, que l'on identifie comme titre du fait de sa disposition par rapport au calligramme, va créer une réflexion d'ordre poétique sur la forme du signifiant. Et c'est ce qui se produit ici pour l'illustrer, c'est pour ça que je convoque cette image pour remplacer celle qui n'est pas dans l'article. On est un peu dans cette même perspective-là de Magritte, de juxtaposer la représentation d'un objet que l'on reconnaît immédiatement, comme une feuille, ici c'est un genre de pissenlit, on va dire, je crois, ici c'est un limonadier, ici c'est un sac, et on va juxtaposer à cette image une suite de caractères que l'on identifie très rapidement comme étant un groupe nominal, le ciel, l'oiseau, la table, l'éponge, qui va provoquer chez nous une sorte de schizophrénie de dénomination, puisque il y a deux tendances contradictoires qui vont s'affronter ici. D'un côté, nous avons le plan du signifié, on va dire, qui donne des alertes rouges dans notre tête en disant ceci n'est pas un ciel, ceci n'est pas un oiseau, ceci n'est pas une table, ceci n'est pas une éponge. Et puis vous avez d'un côté le plan plutôt de la signifiance, de la lisibilité,
ou de la médialité, qui procède par montage et juxtaposition, par coalescence, qui fait que lorsque l'on a une association d'une image et d'un titre, eh bien immédiatement, on s'attend à ce que l'un soit la description de l'autre, à un certain niveau. Et donc, c'est là où le travail de forme poétique va se construire, dans la perspective du peintre ou dans le cadre du calligramme dans la perspective du poète, puisque l'on va finir par trouver une motivation derrière ces objets. On va voir ici une forme ouverte qui peut effectivement faire penser à la forme d'un oiseau inversé. Vous savez, les hirondelles, quand on les dessine, on les représente par des V. La table et la feuille partagent une notion de plat, on va dire, de platitude. Ici, l'éponge, on est proche des éponges végétales que l'on peut trouver. Le ciel, ici, avec l'ouverture, le voyage, quelque chose, voilà, tout à fait, voilà, on est dans cette notion. Alors, on n'est pas dans VVV comme il y a quelques semaines de ça, mais voilà. Donc, on est dans un processus de rapprochement qui est à l'œuvre dans le langage poétique de ce qu'on appelle la remotivation du signifiant. C'est-à-dire que l'on va voir la forme du mot, et à partir de cette forme du mot, on va lui donner une interprétation. Or, ce que nous dit Saussure, ce que nous dit l'arbitraire du signe, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre ces deux éléments. Donc on a là une esthétique du montage qui procède en réalité de l'esthétique poétique en général, et qui nous amène à nous poser des questions sur l'inévitabilité du phénomène. Parce que, évidemment que dans le cadre d'une poésie, comme le calligramme de Jean de Léry, il y a un travail justement lié à la juxtaposition. Mais quand on y pense, et qu'on essaye d'avoir une description maximaliste des phénomènes, la graphie, finalement, n'est qu'une sorte de version conventionnalisée de ce rapprochement entre un modèle, un objet, le prototype d'un objet, et une forme graphique et phonique, graphonique, qui à l'origine n'a aucun lien avec l'objet. C'est une convention partagée, mais totalement arbitraire. Et c'est le rapprochement qui nous invite ensuite, par remotivation, à trouver du sens. La perspective poétique, c'est de créer des associations extrêmes, surréalistes, ou bien qui va survaloriser la signifiance, afin de produire ce type de rapprochement. Si vous voulez, la version classique de ce tableau de Magritte, ou d'un calligramme, c'est un poème lyrique de l'époque classique, par exemple, qui fait rimer amour avec toujours et avec jour. Alors qu'intuitivement, ces mots riment, non pas parce qu'ils émanent de la même idée générale, mais juste parce que du point de vue du hasard de leur signifiance, il se trouve qu'ils ont un rapprochement qui les invite à aller voir dans une série, dans une continuité sérielle, par exemple en fin de vers. Et c'est ce montage qui va produire de la signification, et donc c'est là où le signifiant va contaminer le signifié. Et donc on va faire du sens poétique. Alors que dans une perspective plus romanesque, on va dire, de roman, c'est plutôt le contraire, c'est le signifié qui va redescendre sur le signifiant. C'est ce qui se passe par exemple dans les procédés d'antonomase, quand un nom propre devient un nom commun. Quand on dit de quelqu'un, d'un compositeur très compétent, avec beaucoup de talent, très talentueux, voilà, que c'est un vrai Mozart, ou que ce peintre est un Picasso, ben voilà, on va, dantesque par exemple, voilà, on va forcer une lecture du signifié sur le signifiant. Donc on va faire un travail contraire. C'est le contexte d'apparition, d'emploi du signifié qui va influencer la création du signifiant et qui va du coup être réinvesti dans d'autres conceptions poétiques de la langue. Et donc je vais terminer du coup par
le petit paragraphe conclusif de l'article, que je trouve très juste. Calligramme, nous préférerions un terme plus neutre et plus objectif, peut-être celui que nous proposions en 78, de poème paginal. Mallarmé parlait à propos du coup de dé d'une vision simultanée de la page, celle-ci prise pour une unité comme l'est ailleurs le vers, une ligne parfaite, etc. Bon. Donc là, on est dans des questions de dimensionnement, de l'unité de signification, qui est quelque chose auquel nous reparlerons peut-être avec les notions de phrase, de période, de syntagme, parce que ce sont des questions de texte dénoncé, ce sont des questions qui traversent la linguistique. Ce genre serait caractérisé par une poétisation de l'espace graphique, projection directe des structures textuelles sur la page, hyper-motivation de la mise en page et de la lettre. Plus que jamais, le texte se fait objet, jeu de lettres. Il appelle à écrire à nouveau, à réinventer l'écriture et le langage. C'est dans ces nouvelles associations du forme et du son, par le montage et la coalescence des objets, que l'on réinvente du coup le langage, et que le poète devient vraiment poienne, qui fabrique la langue une nouvelle fois. Ça sera après tout le travail des surréalistes, de poètes comme Breton, ainsi de suite, qui vont travailler justement ces associations. Bon. Donc voilà, pour toutes ces réflexions qui peuvent émaner de ce concept de vie-lisibilité, de la façon dont les sciences du langage peuvent réinvestir, avec leur théorie, quelque chose comme l'écriture poétique. Et ainsi envisager la poésie dans une perspective de travail formel, non seulement sur le plan des figures de style, des tropes, mais également au niveau de la fabrique même de la langue naturelle, telle que l'être humain le pratique. Bon. Donc je redonne les références de cet article, si vous voulez vous y replonger plus en détail. Il est disponible sur Percé. Vie-lisibilité du texte poétique de Jacques Anis, 1983, numéro 59 de langue française, page 88-102, fait partie du numéro thématique Le signifiant graphique. Donc là, j'ai vraiment gardé voilà, si vous regardez un peu la table des matières, il y a des choses très intéressantes à aborder, approche structurelle de la lettre, l'évolution de l'espace graphique du manuel scolaire, ça c'était assez intéressant de voir ça. Alors là par contre il nous faut davantage les illustrations pour bien prendre compte de la dimension de cet article, mais c'est marrant de voir comment, voilà, ça c'est de la médialité, la façon dont l'espace de la page influence. On n'a pas de page 94. On n'a pas la page 94. Ah oui, avec l'illustration. Eh non, malheureusement. Si vous voulez avoir l'illustration, il va falloir aller en bibliothèque et trouver ce numéro de langue française afin d'avoir l'illustration, ou bien trouver l'édition, le poème de Léris qui étudie Jacques Anis, et puis le lire. Il y a des questions à se poser ici en termes d'objets poétiques et de droits d'auteur sur, je vous en prie, sur justement la reproduction de ce type de choses. Parce que dans le cadre des romans en prose, par exemple, vous pouvez trouver des romans sur les bases de données type Wikisource, par exemple, parce que ce sont des textes qui sont tombés dans le domaine public. Des textes de Molière, de Racine, etc., sont dans le domaine public et on peut y accéder librement. En fait, ce que vous payez quand vous achetez une édition poche, par exemple, une pièce de Molière, c'est pas le texte en lui-même, vous ne donnez pas d'argent aux ayants droit du texte, vous payez le dispositif critique du texte, l'édition, la préface de l'auteur, voilà, les éventuelles illustrations, ce type de choses. Mais dans le cadre d'un texte poétique, d'un objet poétique qui valorise justement cette forme, du coup on est dans des perspectives de droit d'illustration comme la reproduction d'un tableau de maître par exemple. Et donc ça pose des questions aussi au niveau des droits d'auteur, au niveau de la législation, sur la façon dont on considère la poésie par rapport au roman par exemple. Justement entre travail sur la signifiance et travail sur le signifié.
il y a des choses ici à envisager que je trouve intéressant aussi d'un point de vue législatif à aborder. Ah mon petit chou, quel est ton avis sur la question? C'est intéressant, mais peux-tu m'en dire plus? Bon, très bien. Tu es très mignonne, ma fille. Oui, tu es la meilleure analyste de toutes. Hein? Mais oui, miaou miaou. Oui, oh, sa gamelle est pleine. Hein. Ne vous laissez pas avoir par le chat. Hein. Hein, elle fait toujours semblant. Hein. Elle fait toujours la malheureuse. Hein, mais non, sa gamelle est pleine. Je l'ai remplie juste avant l'émission. Elle a même eu droit à un peu de fromage et de levure de bière ce soir. Hein. Donc fais pas ta... Hein. Elle a plus envie des câlins parce que comme je m'occupe pas d'elle, du coup, elle fait toute sa malheureuse. Bon. C'est tout à fait ça. ne croyez pas ces mensonges. Ah bah oui qu'il est gâté, ce petit chou. La petite bergamote. Oh, mais vous allez retrouver Bergamote plus tard. Vous pourrez la voir en replay. Ne vous inquiétez pas. Bon. Alors, du coup, ça fait à peu près 1 heure de live. Du coup, je vous propose de basculer sur notre deuxième sujet du soir, qui se trouve être donc le début d'une partie de The Legend of Zelda A Link to the Past. Alors, hop, que je retrouve mon émulateur. Hop. Racing Game, Legend of Zelda en version française, évidemment, puisque la traduction française est d'assez bonne facture. Toutes choses égales par ailleurs. Dites-moi si au niveau du son, vous arrivez à entendre un peu la musique. Alors, The Legend of Zelda A Link to the Past, super, est un jeu des plus connus, je vais en faire la présentation rapide, développé par Nintendo et notamment l'équipe EA Day One, la plus connue du studio, sorti en 1991 au Japon, 1992 en Europe et aux États-Unis, je crois qu'aux États-Unis il a dû sortir en fin 1991, 3e épisode de la fameuse série de la légende de Zelda, et qui marquait un retour aux sources pour la saga, puisque le premier épisode était en vue de dessus, le deuxième était en vue de côté, ce qui était un choix qui à l'époque ne surprenait pas nécessairement, puisque beaucoup de séries à l'époque n'hésitaient pas pour leur deuxième épisode à changer dramatiquement de gameplay. Hein. On pense à Castlevania 2 et son monde un peu plus ouvert, ou à Super Mario Bros 2, qui est très différent du premier pour les Européens et les Américains tout du moins. Metroid 2 qui proposait également une petite modification. Zelda 3, comme vous allez le voir ici, reprend le concept du premier épisode en étant en vue de dessus. Et donc l'introduction du jeu vous donne tout ce qu'il y a à savoir sur l'histoire du jeu, qui se présente donc comme une préquelle au premier Zelda. Il était censé se passer quelques années avant le tout premier épisode. C'est au même titre que Donkey Kong Country 2 auquel j'ai joué il y a quelques semaines de ça, 2 semaines de ça je crois, l'un des jeux les plus marquants de mon enfance. Et c'est un jeu que je refais une fois tous les ans presque, depuis je pense 1994-93 où ma mère me l'a acheté. C'est un jeu dont je ne me lasse pas en termes de mécanique de gameplay, d'univers, et c'est un jeu qui pour moi a défini
dans de très longues lignes, et je n'ai pas été le seul ici, qui a défini ce que doit être un jeu vidéo, et notamment un jeu vidéo d'aventure. Alors, je vais m'appeler Twitch, comme ça je saurai que c'est la sauvegarde que j'ai commencé avec vous. Et donc, je voulais profiter voilà, de ce thème de la poésie pour jouer à Zelda 3, qui est un des jeux les plus... justement les plus poétiques que je puis connaître. Alors, pas le finir évidemment, parce que c'est une longue aventure, mais au moins voir un peu de quelle façon un jeu peut prétendre à la poésie, et de quelle façon un jeu propose une lecture poétique de son univers, et de quelle façon on peut qualifier ce jeu de poétique en général. Donc l'aventure commence, tels les grands romans de chevalerie, les grandes aventures. Nous sommes tranquillement chez nous, nous dormons, et puis un cri dans la nuit. « À l'aide! À l'aide! Je suis prisonnière dans le donjon du château. Je m'appelle Zelda. Le sorcier Aghanim a ensorcelé les autres jeunes filles enlevées. Il ne reste plus que moi. Aghanim a pris le contrôle du château et il s'efforce maintenant d'ouvrir le sceau des 7 sages. Je suis dans le donjon du château. Aidez-moi! Je pars faire un petit tour. Je serai de retour au petit matin. Ne sors pas de la maison. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas du tout mourir dans les oubliettes. Bon, c'était notre oncle qui va partir à l'aventure. Et nous voilà. Link, le petit elfe aux cheveux roses dans cette version. Alors dans les artworks, il est blond. Mais pour des contraintes notamment liées à la console, on ne peut pas avoir les cheveux blonds, du fait de la quantité limitée de couleurs qu'un sprite peut avoir. Link peut soulever des petits pots et ruiner sa maison, et il peut ouvrir des coffres dans lesquels se trouve la lanterne, premier des objets du jeu. Comme on voit, on est là dans quelque chose d'assez intéressant qui est un début d'aventure immédiat res, au milieu des choses. Ce qui à l'époque, il faut bien comprendre, est très très rare pour les jeux consoles. Sur micro, on commence à avoir ce type de prologue, de petits éléments qui nous permet de rentrer progressivement dans l'aventure. Mais sur console, c'était très rare encore. On avait une petite cinématique d'introduction, mais on nous demandait quasiment jamais de jouer l'introduction. Et donc là, on se retrouve dans le monde d'Hyrule où la princesse nous communique télépathiquement pour nous enjoindre à la trouver. Où qu'on aille, les routes sont bloquées. On nous apprend voilà, à utiliser la carte du jeu. Et là aussi, premier élément intéressant, on nous offre l'intégralité de la carte du jeu. Dans les futurs épisodes de Zelda, et dès celui d'après, Link's Awakening sur Game Boy, il y aura un brouillard de guerre, comme on dit. C'est-à-dire que le monde se dévoilera progressivement au fur et à mesure de notre aventure. Ici, on nous offre le monde dans son intégralité. On voit directement la taille de cet univers, qui à l'époque est une taille assez conséquente. Mais c'est là où il y a le génie de cette révélation, c'est que je pense pas qu'on y accède en 1 heure. Mais en fait, ce n'est qu'à la moitié de l'univers. Puisque très rapidement dans l'aventure, on va avoir accès à un deuxième monde caché, aussi grand, voire plus grand que celui-ci. Et l'effet de surprise va être total, puisqu'on pensait dès le début ne plus rien avoir à découvrir. Donc il y a déjà là un travail fait sur la forme de l'univers du jeu, sur ce qui est montré et sur ce qui va être caché. Et ce thème duel de ce que l'on voit
et ce que l'on ne voit pas, va traverser tout le prologue de l'aventure, va le lier thématiquement, et va parcourir toute l'histoire du jeu jusqu'à sa fin. En contournant le château par la droite, on suit ce petit chemin de pierre, et on arrive face à un trou qui nous conduit à un passage secret. Clac, 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 clac. Oh non! Mon oncle! Je ne pensais pas du tout qu'il mourrait en partant dans la nuit. Oh mon Dieu, je peux peut-être le sauver. Est-ce qu'il saigne? Oh non, je ne peux pas. Mon oncle! Non, j'ai peur. Mon oncle! Non, j'ai peur. C'est une belle épée qu'il a quand même. Ah, Twitch! Je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela. Je t'avais dit de rester à la maison. Prends mon épée, mon bouclier, et écoute-moi bien. Pour concentrer tout le pouvoir dans l'épée, maintiens le bouton B appuyé. Mon oncle, tu saignes quand même beaucoup. Puis relâche-le en utilisant la technique secrète transmise par notre peuple. Twitch, tu peux y arriver, sauf Princesse Zelda. Tu es son sauve-bière. Papa. Oh, mon oncle, je ne t'oublierai jamais. Oublié. Donc, une mise en contexte qui est aujourd'hui prête à sourire par son caractère très expéditif. Mais, encore une fois, dans le contexte de l'époque, cela fonctionnait particulièrement bien. Il y avait une tentative vraiment de narrativiser toute cette aventure qui rendait particulièrement bien à l'époque. Il y a une ambition narrative à ce jeu qui passe par quelque chose d'assez nouveau, au moins pour Nintendo. Unique sans doute pour Zelda. C'est la façon de raconter l'histoire par le jeu. Par le fait d'agir sur son environnement. Par le fait de suivre un chemin, de soulever un buisson et d'atteindre un trou pour nous amener à notre oncle mourant. Et puis ensuite de pénétrer dans le château. Et puis ensuite de nous dire de trouver cet escalier pour aller dans la cave. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on trouve la princesse Zelda. Et il y a aussi cette caractéristique qui peut surprendre quand on connaît la légende de Zelda et le premier épisode notamment, c'est que là, on va libérer la princesse. Narrativement, on est dans les derniers instants de l'aventure du premier jeu par exemple, qui culminait avec la libération de la princesse Zelda. L'objet du premier jeu était de libérer la princesse, l'objet du deuxième était de la réveiller. Hein, elle avait été endormie suite à un sort maléfique, et on devait du coup trouver un moyen de lever la malédiction. Ici, la princesse est enfermée par Aghanim. Le soir même, elle nous contacte. Nous allons la sauver. Et donc à ce moment-là, se pose la question, si on sauve la princesse Zelda, dans les 5 premières minutes du jeu, que nous reste-t-il donc à faire narrativement? Ça, c'est la deuxième façon dont A Link to the Past, au regard des histoires traditionnelles de chevalerie, dont l'univers s'inspire évidemment, parvient à créer de la poésie. Puisque de la même façon dont le précisait Jacques Anis, un peu cavalièrement peut-être, si la poésie est un travail sur la forme plutôt que sur le sens, c'est ce que fait ici parfaitement Zelda, A Link to the Past. Il nous dit l'intérêt n'est pas de sauver la princesse, ce qui serait le sens de la quête du chevalier. L'intérêt va être ailleurs.
Et cet intérêt va être dans l'exploration, dans la découverte des secrets, dans la mainmise que le joueur va avoir sur cet univers et les changements qu'il va pouvoir permettre dans cet univers. Donc, voilà la princesse, avec ses petites oreilles pointues, son diadème. J'ai toujours trouvé le travail de sprite de ce jeu particulièrement réussi. Avec vraiment 3 fois rien, ils parviennent à créer une petite ambiance. Donc, parlons à la princesse, la musique s'élève. Merci Twitch, je sentais bien que tu te rapprochais. Twitch, écoute-moi bien. Le sorcier Aghanim contrôle par un charme tous les soldats dans le château. Je crains le pire pour mon père. Ce sorcier est un monstre très cruel, doté de terribles pouvoirs magiques. Tu as compris? Oui. Non, pas du tout, lol. Bon, évidemment qu'on comprend. Si on dit non, pas du tout, le texte reprend du début et on nous répète ce qu'on vient de dire. Fuyons avant que le sorcier ne remarque notre disparition. Je connais une allée secrète, mais il faut d'abord monter au rez-de-chaussée. Encore une fois, on peut sourire au niveau de la façon dont l'histoire est menée, mais du coup, au fur et à mesure du temps, on comprend que ce choix de présenter les choses d'une façon aussi évidente, grotesque, simple, participe à la poésie et au charme de cet univers et de ce jeu en particulier. Il ne s'agit pas en réalité pour nous de partir dans une quête chevalerelle. Ah oui, voir le travail sur ce jeu au niveau sprite. Alors, le jeu devait sortir en même temps que la console en 1989 au Japon. Ça devait être un titre de lancement, mais il y a eu des retards pris au développement justement pour exploiter au mieux les nouvelles qualités graphiques du jeu. Metal Gear. Et c'est pour moi une réussite vraiment à tous les niveaux. Donc il y a ce travail de forme poétique de dire, comme ils en ont rien à foutre que je passe avec la princesse. Salut Luc, ça va bien? Comment va ta femme? Merci. Il y a un passage secret dans la salle du trône qui conduit au sanctuaire. Je suis sûr que le maître du sanctuaire nous aidera. Alors en version originale, le maître du sanctuaire s'appelle le prêtre, mais avec la traduction aux États-Unis puis ensuite en Europe, toute référence à un culte apparenté à l'église catholique a été supprimée. Ce blason doit s'ouvrir en coulissant. Tu as la lanterne? C'est indispensable car il fait rudement sombre là-dedans. Si tu es prêt, allons-y. Aide-moi à pousser le blason par la gauche. Heureusement, j'ai ma lanterne. Et nous allons pousser le blason. Donc il y a ce travail poétique sur ce qui est voilé et ce qui est dans l'ombre. Dès le début de l'aventure, on sait tout de cette histoire et de ce qui s'y passe. On sait qu'Aghanim est méchant. On sait les jeunes filles ont été enlevées. On sait la princesse a été enlevée. On l'a retrouvée, donc on sait que ce n'est pas un piège. Parce qu'on aurait pu croire que c'était une manigance voilà, préparée par le sorcier pour voilà, corrompre le héros légendaire ou que sais-je. Bon. Ce n'est pas le cas. Hein, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus attendu dans l'histoire du jeu. Regarde. Plop. Mais, comme ces couloirs nous l'indiquent également, et ils introduisent du coup ce thème, on peut avoir fait de la lumière sur une salle, sur une partie de l'histoire, sans pour autant y voir plus clair sur l'intrication de tout ce qui nous entoure. Une fois franchis ces écouts, nous serons très proches du sanctuaire. Soyons prudents. Effectivement, soyons prudents.
Alors, ce principe d'obscurité que l'on a ici n'est pas n'est pas unique dans l'histoire du jeu vidéo, de la franchise ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Hop. Il y a déjà le premier Dragon Quest qui proposait des cavernes sombres sur Famicom, sur NES. Il y a plusieurs années de ça. Le premier Zelda avait des bougies qui permettaient d'éclairer des salles sombres des donjons. Mais ici, il y a une tentative vraiment de valoriser cette idée d'obscurité et de jouer avec ce qui sera découvert plus tard. On arrive dans cette pièce, on voit ce mur fracturé d'une façon assez évidente. On se doute qu'il faudra revenir, mais impossible d'avoir des bombes à cet instant-là du jeu ou d'avoir l'objet, les bottes de Pégase, qui nous permettraient de passer à travers de ce mur. Donc ça implique que l'on reviendra plus tard ici. Hop. Nous approchons de la fin du donjon. Hop. Le sanctuaire se trouve juste derrière cette porte. Tire le levier vers toi, là. Alors, pour l'anecdote, la première fois que j'ai fait ce jeu, je me rappelle, je suis mort dans cette pièce. Parce que si vous tirez ce levier-là, ça fait tomber plein de créatures du plafond. Et quand on n'a que 8 ans, c'est un jeu qui est assez difficile à manipuler. Le bon levier, c'est celui-ci. Et on le sait parce que du coup, elle nous donne l'astuce pour le tirer. Et nous voilà enfin au sanctuaire. Princesse Zelda, vous êtes vivante? Twitch, c'est toi qui l'as sauvée? Oui, c'est Twitch qui m'a aidé à m'échapper du donjon. Quand j'étais prisonnière, le sorcier a dit... Ah, ben partez, et puis merci d'être venu. Puis n'oubliez pas, voilà, ça sera disponible en replay sur la chaîne YouTube et sur Twitch pour le récupérer. Bonne soirée à vous. Le sorcier a dit, une fois que j'en aurai fini avec toi, ma dernière victime, le sceau des sages s'ouvrira. Twitch, ne laisse pas les pays d'Hyrule tomber entre les griffes du sorcier. S'il ouvre le sceau des 7 sages, une force démoniaque s'emparera de cette terre. Avant que cela n'arrive, et qu'il ne soit trop tard, tue le sorcier pour l'empêcher de détruire Hyrule. Tu peux réussir, tu le peux. Je crains qu'une puissance diabolique guide les actions du sorcier et augmente son pouvoir magique. La seule arme assez forte pour vaincre le sorcier est la légendaire épée Excalibur. L'histoire dit qu'un des anciens du village est le descendant de l'un des sages. Peut-être pourrait-il t'en dire plus. Je vais t'indiquer sa maison sur ton plan. Mais fais bien attention, car désormais, les soldats du château vont tout faire pour te retrouver. Je vais cacher la princesse Zelda ici. Ne t'inquiète pas, va chercher l'ancien. Tu as compris? Oui ou non, rien du tout. Bien sûr que l'on a compris. Et dans le coffre va se trouver notre premier réceptacle de cœur qui augmente notre vie. Et là, il y a eu un deuxième choc pour moi à l'époque, lorsque j'ai fini ce passage et que je suis sorti. Il ne pleut plus. Le temps a passé lorsque nous avons parcouru le donjon. Ça aussi, ça peut paraître ridicule dans la façon dont le jeu vidéo a évolué aujourd'hui, où ce genre de choses est assez attendu. Mais à l'époque, et pour les joueurs console, c'était très novateur. Encore une fois, ce n'est pas le premier à le faire. Dragon Quest 3, pour redonner encore un exemple, proposait un cycle jour-nuit dès son 3e épisode. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Zelda, cet épisode de Zelda, utilise ce défilement du temps, non pas comme un événement qui se produit mathématiquement, mais comme un événement
conditionnés par notre action. Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a un travail sur la forme vidéoludique et sur la façon dont l'interaction, sur le fait de diriger le personnage, a une influence sur l'univers du jeu. Lorsque vous programmez, comme on a déjà à l'époque dans les jeux de rôle, sur micro par exemple, des alternances jour-nuit, généralement cela se produit sous la forme d'un décompte, d'un compteur interne qui tourne et qui va, au bout d'un certain temps, provoquer la tombée de la nuit et ainsi déclencher des scripts à répétition qui permettront d'accéder à certaines boutiques, à faire apparaître certains ennemis ou certaines boss, et ainsi de suite. Mais à ce moment-là, le joueur n'est pas agent dans cette évolution. Il fait partie d'un canevas plus grand qui va, à ce moment-là, lui faire dire qu'il n'est qu'un rouage dans cet univers et ses actions vont être écrites et menées vers un certain but, mais il ne va pas en être véritablement moteur. Ici, dans Zelda, il y a un retournement de la place du joueur dans l'aventure. Ce n'est pas le monde qui évolue autour de Link, autour de notre héros, c'est le héros qui fait avancer le monde autour de lui. Il devient, et ce à proprement parler, ce que l'on appelait dans la tradition grecque un protagoniste, c'est-à-dire quelqu'un qui met en branle les actions. Et on va prendre un flacon et on va le tenir en l'air pour que tout le monde le voit. Cela fait marcher le commerce. Ça aussi, c'est un objet poétique, le fait de montrer les objets que l'on gagne par notre exploration. Il y a une ostentation du geste vidéoludique. Le fait de dire... il y a une façon de dire regardez ce qui se passe quand vous jouez. Alors, je n'aime pas les panneaux. Il y a cette idée que un jeu vidéo, et ça c'est quelque chose que j'aime développer comme idée, qu'un jeu vidéo travaille la notion d'engagement dans sa fabrique, dans sa texture. C'est-à-dire qu'il dispose de sa signification afin d'autoriser son parcours et de favoriser le parcours, l'engagement du joueur. Il faut que le joueur soit motivé pour poursuivre l'aventure. Et l'une des façons que l'on a pour le faire, c'est lui donner à intervalles réguliers des récompenses. C'est ce qui se produit dans les jeux, aujourd'hui, les petits jeux sur smartphone par exemple, qui vous donnent tous les jours des objectifs, des récompenses pour vous inviter à continuer à jouer. Mais il y a une autre façon de provoquer l'engagement, et Zelda excelle dans cet épisode à celui-ci, c'est de faire en sorte de vous montrer que vous gagnez et vous avez une sorte d'ostentation de plaisir à explorer l'environnement. C'est le plaisir de la découverte, c'est le plaisir de trouver un nouvel objet et de le brandir au-dessus de sa tête. C'est le plaisir juste de faire une rencontre enrichissante. C'est le plaisir de voir que le monde dépend de nous.
Et ça, c'est pour moi la meilleure des façons de poétiser le jeu vidéo. C'est de montrer que nous, joueurs, nous, joueuses, nous pouvons faire une différence dans le monde qui nous entoure. Une différence en bien comme en mal. Hein, il faut bien saisir qu'à ce stade-là de réflexion, il n'y a pas d'engagement moral, éthique, à l'exercice du jeu vidéo. On n'a pas besoin de jouer pour se sentir bien. On n'a pas besoin de jouer pour donner une éthique, une philosophie particulière, mais on veut montrer que par notre concours, ce monde a perçu notre existence. Autrement dit, ce que l'on permet aux jeux vidéo de faire par ce truchement, c'est d'avoir une vision lyrique, finalement, du monde. Puisque, qu'est-ce que le lyrique ou le poétique, si ce n'est que la communication d'un sentiment personnel, d'une sensibilité propre, sur un objet qui prétend à l'universalité. Un jeu vidéo nous offre ça, à l'origine. Il s'agit effectivement de considérer que chaque façon de traverser un jeu vidéo est à la fois similaire et différente de joueur en joueur, et de joueur en joueur, de joueuse en joueuse, à chaque fois différent, mais à chaque fois répété. Il y a une fascination poétique là-dedans, par essence, dans la façon dont on va communiquer la même histoire d'une façon différente à chaque fois, en nous faisant croire que c'est notre action qui rend l'expérience unique. De la même façon qu'un poète, qu'une poétesse va parler d'amour, va parler du deuil, va parler de la disparition, va parler de choses qui lui sont propres en tant qu'exercice de sa sensibilité personnelle, mais qui accèdent à l'universalité, puisque ce sont des choses qui existent dans tous les représentants de l'espèce humaine. Le jeu vidéo, dans son processus interactif, dans la façon dont il lie cette interaction avec cette narration, avec la conduite d'un propos, est par essence de la poésie. Il fabrique de la forme poétique. Et même dans un texte, si on considère le jeu vidéo comme un texte le plus basique soit-il, comme cet épisode de Zelda, qui n'est jamais que sorcier méchant, toi héros, ouvre la porte et tue le dragon, ça crée de la poésie. Il n'est pas donné à tout le monde d'utiliser cette arme. La légende transmise par les Iliens dit que seul le héros qui aura gagné les 3 pendentifs pourra manier cette épée. Tu veux vraiment la trouver ? Bien sûr. Bien, à titre de test, peux-tu récupérer le pendentif du courage du palais de l'Est ? Si tu me le rapportes, je t'en dirai plus de la légende et je te donnerai un objet magique. Allez, va au palais. Oui, bah c'est bon, il n'y a rien qui est presse, on se calme.
Ce que je trouve aussi intéressant à noter, c'est que certes ici, je parle de poésie avec un jeu, The Legend of Zelda, A Link to the Past, qui a déjà en lui une charge poétique. Et une réputation de poéticité, si je puis dire. Dans le spectre, voilà, très vaste maintenant du jeu vidéo, il y a un certain nombre de jeux qui ont su se hisser au fur et à mesure du temps et de différentes façons au concept de poésie, ou du moins de jeux qui sont souvent présentés comme illustration de ce que peut être la poésie du jeu vidéo. Et généralement, ce sont des jeux qui ont une composante, une dimension contemplative, esthétisante très prononcée. Des moments de pause et de lyrisme. C'est ce genre de choses que l'on a dans certains épisodes de Zelda, notamment le 4e épisode qui va suivre, Link's Awakening, où l'on a des séquences de dialogue devant la mer avec Marine, une protagoniste qui a vraiment pour la première fois de l'histoire de la saga une véritable dimension narrative. Ou bien alors on pense à des jeux indépendants, à des jeux comme Journey, à des jeux comme Undertale qui associent à leur forme un propos philosophique, moral, éthique, sur la vie, sur l'existence, sur la coopération, toutes ces choses-là. Cela est bon. Mais je pense qu'il y a également à avoir une perspective un peu plus globale de la poésie dans le jeu vidéo et d'envisager que le jeu vidéo dans son ensemble, dans sa forme, est une œuvre poétique. Et ce, quelle que soit sa manifestation. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un jeu de course, comme Gris par exemple, tout à fait, mais je pense que l'on peut vraiment étendre cette réflexion plus largement. On peut considérer que tous les jeux vidéo ont une dimension poétique. C'est-à-dire que quand on pense à de la poésie, dans le domaine littéraire par exemple, on ne va pas envisager la poésie comme relevant d'un sous-corpus de texte, que serait par exemple la poésie lyrique. On va considérer comme de la poésie également les rondeaux, les chansons, les épopées, les odes, la poésie révolutionnaire, surréaliste et ainsi de suite. Pourquoi cantonnerait-on la poésie dans le monde du jeu vidéo exclusivement à un sous-corpus de jeu, alors que les procédures de création de la poésie dans ces jeux sont identiques au niveau purement formel avec un jeu comme Mario, comme Zelda, comme Gears of War. La façon dont un jeu comme Gris, comme on en parle, procède d'un genre poétique, d'un fait poétique, demeure fondamentalement identique à ce qui se produit dans un jeu comme Zelda, c'est-à-dire que c'est nos actions qui influencent l'univers du jeu. Le fait de jouer au jeu, de parcourir des niveaux, de pousser des blocs, de détruire des éléments, de ramasser des objets, change l'environnement autour de nous. Si on s'attarde à la poésie dans le jeu vidéo en disant que Gris est poétique et que
Mario ou Zelda ne l'est pas parce que il n'y a pas de musique douce, parce que il n'y a pas un style graphique élaboré, parce que il n'y a pas des plans plongeants, descendants, etc. En réalité, on ne parle pas de poésie du jeu vidéo, on va parler de la poésie d'autres arts qui vont être ensuite transférés aux jeux vidéo. On va parler de la poésie ou de la beauté picturale, musicale, narrative du jeu. Et finalement, le jeu vidéo n'est pas considéré comme un instrument, une forme poétique à part entière, mais comme finalement une façon, une méthode de transmettre ces messages-là. Ça serait, à mon sens, incroyablement réducteur. Ça serait comme considérer finalement qu'un film n'est jamais qu'une façon différente de lire un texte ou un scénario, de lire un dialogue. Ça serait dire que le cinéma est en fait une sorte de théâtre amélioré. Alors peut-être que cela a été aux origines, mais très rapidement, le cinéma s'est émancipé de cela. Je pense qu'il faut avoir une vision très extrême de la poésie du jeu vidéo et envisager qu'il y a de la poésie vidéoludique dans un jeu comme celui-ci. Qu'il y a de la poésie dans la façon dont, matériellement, un jeu vidéo travaille son espace, sa spatialisation, à la fois au niveau diégétique, à la fois la façon dont, par exemple, ici, ce donjon est organisé, mais également dans la façon dont il gère la disposition des éléments mouvants à l'écran, la façon dont il dispose le menu, les sous-écrans. J'ai fait un tour sur moi-même en parlant, je m'en suis pas rendu compte, c'est pas grave. On va revenir à la salle principale. Non, c'est bien ça. La façon dont il choisit de gérer les emplacements de des objets d'inventaire, d'indiquer qu'en haut il y a nos vies, notre argent, nos munitions, et ainsi de suite. Tout ça, ça peut s'envisager. Oh, vous allez me laisser tranquille, oui, les enfants. Tout cela, ça peut s'envisager. Hop, venez là, les filles. Tout cela peut s'envisager selon des concepts de médialité, de lisibilité du texte poétique. Pour moi, ce que l'on vient de lire sur la façon dont, y compris une poésie comme un sonnet, par exemple, peut être interprété poétiquement du point de vue de sa forme et de la disposition sur la page comme un objet poétique à part entière, dans le sens fort du terme, n'est pour moi pas plus extrême comme point de vue que d'envisager la même chose pour un jeu comme Super Mario Kart ou Burnout, au regard d'un jeu comme Gris, comme Undertale, comme Journey, comme ce type de jeu auquel on pense immédiatement quand on pense poésie dans le jeu vidéo. Il y a pour moi vraiment ce travail de décloisonnement du concept poétique que l'on peut faire dans le cadre du jeu vidéo, qui mérite vraiment une attention particulière. La question que l'on peut se poser là-dessus, c'est, mais finalement, je me rappelle jamais, voilà, c'est celle-là. Qu'est-ce que ça apporterait finalement à la discussion ? Parce que finalement, dire que Mario Kart est un jeu poétique, bon, est-ce que ça change fondamentalement la façon dont on va analyser le jeu ?
Je le pense. Je pense sincèrement que, ne serait-ce que du point de vue du discours, ça permet deux choses. Ça permet tout d'abord d'envisager des dispositifs d'analyse inédits par rapport à ces objets. Et de réinvestissement de la signifiance de ces dispositifs au regard du média jeu vidéo. Qui est analysé sous bien des aspects, mais toujours comme... Alors, c'est l'impression que j'ai. Toujours peut-être pas, mais disons souvent comme un rapetassage d'éléments épars, qui la narration, qui la musique, qui les bruitages, etc., mais jamais d'un point de vue syncrétique avec l'ensemble de ses composantes. On assiste toujours à un partitionnement de l'objet jeu vidéo en ses concepts les plus élémentaires, alors que rien ne nous empêche de les considérer simultanément comme un travail fait sur le fond et la forme. Un roman ou un poème est beau et est poétique parce qu'il ne se prête pas à une découpe en partie de ces éléments. Un vers, pour reprendre l'expression de Jacques Annis, ce n'est pas qu'une simple suite de sons ou de lettres sur une ligne. C'est une unité signifiante en et par elle-même, qui a une signification individuelle et une signification au sein de la forme poétique qu'elle contribue à créer. De la même façon que le trait d'une peinture est signifiant en et par lui-même, et par la façon dont il participe à la forme globale de son objet, qui l'aide à dessiner. Ding. Et ça crée de la poésie. Voir de la poésie dans tous les jeux vidéo, ça aide à voir, à mon sens, le jeu vidéo comme unité de signification en et par lui-même. Et ça oblige les commentateurs, les critiques, les analystes à adopter une perspective de travail, d'analyse, qui ne réduit pas un jeu à la somme de ses parties, mais plutôt comme un ensemble complexe qui procède d'unités fondamentales, d'un dimensionnement de parties diverses, que ce soit des parties de gameplay, des séquences de jeu, des mécaniques, quelle que soit la façon dont on peut envisager l'expression, qui nous permet dès lors de mieux le capturer dans sa spécificité. Et nous revenons du coup à notre point de départ pour un peu de repos. Bon. Je vais m'arrêter là plutôt que de m'engager dans le deuxième... dans le 11e donjon. Et du coup, je vais quitter prochainement, je vais quitter dans pas longtemps le stream après. Quelques petites remarques conclusives sur ces différentes questions. Sans pour autant prétendre avoir de réponse définitive à tout ça, mais c'est toujours des chantiers de réflexion qui nous occupent et qui m'occupent. Bon. Déjà, encore une fois, je vous remercie à celles et ceux d'être passés ce soir, et merci à celles et ceux qui récupèrent les streams après en ligne, en replay, sur YouTube ou sur Twitch. Voilà, ce sont des chiffres qui, dans le grand ensemble des choses, oui, c'est intéressant. Hein. Ce sont des chiffres de visualisation qui, dans le grand ensemble des choses, sont prêts à sourire, hein, sont assez petites. Mais voilà, je vois qu'il y a quand même une certaine, voilà, au moins un petit suivi de ces réflexions, de ce travail.
d'harmonisation, on va dire, des objets entre les sciences du langage et le jeu vidéo, qui est un, un concept qui me tient à cœur, que je travaille de loin en loin à côté de mes activités universitaires, voilà, depuis plus de 7 ans maintenant, à différents degrés et dans différents projets. Voilà, certains se concrétisant prochainement, et je vous en reparlerai, j'en reparlerai évidemment. Mais ça procède d'une réflexion plus globale sur les objets qui nous entourent et la façon finalement dont nous accédons au sens. Puisque finalement la problématique générale n'est jamais que ça. Que l'on étudie les sciences du langage, la linguistique diachronique, la grammaire d'une façon conventionnelle, va-t-on dire, qu'on s'interroge sur la place de l'adjectif ou sur l'interprétation de tel ou tel mode ou tiroir verbal, ou bien que l'on fasse un commentaire stylistique d'un poème, ou bien que l'on s'interroge sur la signifiance d'un morceau de gameplay dans un jeu vidéo. Finalement, il me semble que tout se réduit finalement à cette question du sens. Sur la question de à quel moment les choses que nous lisons, les choses auxquelles nous jouons, les choses que nous comprenons, parviennent à faire sens, parviennent à avoir cette petite étincelle assez étrange qui se produit, alors parfois d'une façon très très accidentelle, très voilà, épiphanique dans notre dans notre esprit, parfois de façon plus diffuse, mais nous essayons de donner sens au monde, avec toujours cette tension que l'on a entre les gens, les personnes, les envies que nous avons au fond de nous-mêmes de croire que tout fait sens et qu'il y a une vérité cachée quelque part que l'on peut atteindre, que l'on croit atteindre, que l'on désire atteindre. Et la poésie est un des moyens d'atteindre cette vérité en jouant avec le langage d'une certaine façon. Le jeu vidéo est une façon d'atteindre ce sens. Et puis il y a cette autre tension un peu plus cynique, un peu plus négative, qui est de dire que finalement rien ne fait sens, que la réalité est une abstraction chaotique, sans ordre ni mesure, sans début ni fin, que nous arrivons là à un certain moment de l'histoire, de ce grand tout qui nous entoure, mais que nous n'avons aucun rôle à jouer, et qu'il n'y a rien à comprendre, et que toutes nos tentatives sont vaines. Et ce qui me fascine d'autant plus, c'est que ces deux conceptions ne sont pas nécessairement antagonistes. Il y a une réconciliation qui passe aussi par la forme poétique, qui passe peut-être surtout par la forme poétique, entre ce balancement qu'il y a entre la contingence de notre existence intellectuelle, de dire que nous ne trouverons jamais le sens, ou si nous le trouvons, il n'est jamais qu'éphémère. Et puis une autre idée qui dit que ce n'est pas parce qu'un sens est créé qu'il n'en devient pas moins valide pour autant. On peut me dire philosophiquement, et je peux adhérer à cette question-là, que l'attachement aux objets, aux personnes, à la nourriture est quelque chose de très futile. Parce que ce ne sont que des influx nerveux dans mon cerveau de primate évolué qui sont interprétés pour diffuser une certaine hormone, ou voilà, une série de mécaniques physiologiques très fondamentales. Mais l'amour que j'ai pour Bergamote, qui est revenu à son point de départ au fur et à mesure, l'amour que j'ai pour ma compagne, l'amour que j'ai pour mon travail, pour des formes culturelles diverses, tous ces éléments-là sont réels pour moi et ils sont sensés.
ils existent. Et ils valent la peine de se battre pour. Ça fait un peu Sam, vous savez, dans le Seigneur des Anneaux. Hein, il y a du bon dans ce monde, Monsieur Frodo. Hein, il mérite de se battre pour lui. Bah, c'est un peu ça finalement. On sait que dans le grand ensemble des choses, peu de choses ont du sens finalement, et in fine, nous serons tous dévorés, la Terre disparaîtra dans une explosion de supernova dans plusieurs milliards d'années, nous-mêmes, notre existence sensible et mortelle, mais ce n'est pas parce que nous sommes conscients de ces vérités-là qui ne méritent pas que nous nous battions pour le vrai, le beau, la justice, l'égalité, toutes ces valeurs, voilà, que nous savons être nobles et justes. Et la poésie est une des façons d'accéder à ces valeurs dans une forme qui arrive à challenger notre esprit. Dans une forme qui est à la croisée de la langue, de la communication, des fragments linguistiques les plus fondamentaux que l'on puisse identifier. Et ce grand mystère du beau et de la signification qui nous est inaccessible que par écran superposé. Et la poésie et l'analyse poétique, la forme poétique, l'espace d'un instant, parvient à craqueler, à faire un tout petit trou, un tout petit Judas dans un de ces écrans qui nous permet d'accéder au vrai et au beau. Et rien que pour ce petit trou d'épingle, ce pertuis dans lequel on glisse un regard, voilà, tout humble soit-il, bah rien que pour ça, je pense que ça mérite quand même de continuer à jouer aux jeux vidéo, à boire du vin, à serrer ses êtres chers contre nous, et puis à s'interroger sur le sens de la poésie. Je sais que ce sont des moments compliqués en ce moment pour beaucoup de monde à cause de la pandémie, qui n'en finit pas de se finir, à cause de vaccins qui n'arrivent pas et de confinement au beau printemps. Ce sont des moments compliqués. J'espère que voilà, vous êtes conscients, celles et ceux qui m'écoutent, voilà, que il y aura des jours meilleurs. Et je ne sais pas si ces mots vous rassurent, mais je suis persuadé de ça. Et si je peux participer à vous distraire et à voilà, vous faire partager des petites réflexions stimulantes pendant 2 heures de temps, une semaine à l'autre, en ces périodes compliquées, je suis heureux de le faire. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de votre semaine et pour votre travail et votre santé, et vous et vos proches, et vos petits animaux mignons qui font du dodo derrière vous. Ah, ma petite papillette. Oh. Créature. Bon. Je vais vous laisser pour ce soir. Merci encore d'être passé, même si fugitivement. Merci à celles et ceux qui récupéreront le stream pour demain. Miaou miaou à tout le monde. Hein, et puis à la semaine prochaine pour un autre stream, hein, entre linguistique et jeux vidéo. Salut, à bientôt.